Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est un concept un petit peu spécial parce qu'on parle énéagramme. Je suis vraiment pas une experte là-dedans, fait que c'est certainement pas moi qui peux vous expliquer le mieux qu'est-ce que c'est l'énéagramme, mais c'est divisé en 9 types, 9 personnalités, 9 motivations qui fait en sorte qu'on est séparé défendamment de notre motivation en un certain type. Et donc, moi je connaissais vraiment pas ça. On a commencé à jaser sous le ciel et moi, ça fait un petit bout, puis éventuellement, elle m'a demandé, c'est quoi, est-ce que tu connais ton type de diagramme? J'ai dit non. Elle dit, ben, ça te tente-tu de passer le test? J'ai dit d'accord. Alors, j'ai passé le test, puis j'étais comme, il me semble que ça me rappelle quelque chose. Il me semble que je l'avais déjà passé parce que Books and Lala avait fait une vidéo où elle lisait des livres en fonction de son type d'énéagramme. Donc, j'ai fait le test, puis je dis, bon, ben, ça m'a donné 6. Elle me dit non. Je dis, ben, OK. Elle dit, non, 6, c'est pas toi. Fait que là, on s'est mis à lire, ben, j'ai lu les définitions de chaque type, puis j'ai trouvé celui qui me correspond le mieux parce que, en tout cas, le test peut pas nécessairement identifier nos motivations internes les plus grandes. Donc, il y a vraiment des subtilités, puis je pense que la meilleure façon de savoir c'est lequel notre vrai type, c'est de lire les définitions de chaque type. Et c'est ce que Sous le ciel vous dirait. J'ai donc découvert, après toutes ces péripéties, que mon type d'énéagramme, c'est le type 9. Et si on veut creuser un petit peu plus, il y a une aile, donc une tangente qui fait en sorte qu'on est soit d'un côté ou de l'autre, donc le chiffre le plus proche de notre chiffre à nous. Donc moi étant le chiffre 9, le dernier chiffre, il y a des gens qui ont une tendance vers le 8, donc type 9 L8, ou des gens qui ont des tendances vers le 1, donc type 9 L1, mais moi je suis type 9 L8. Et donc, avec BookTube, on a décidé de faire un petit concept, de lire des livres en fonction de notre type d'énéagramme. Il y a comme deux manières d'aborder ça. Il y a la manière de lire des livres qui sont recommandés pour notre type. Et là, bon, les recommandations, on s'entend que eux qui font ça sur YouTube ou sur des vlogs ou sur des blogs ne sont pas nécessairement eux non plus des spécialistes énéagramme. C'est leur interprétation de pourquoi ce type spécifique-là aimerait cette lecture-là. Et en tout cas, moi, personnellement, ça m'est arrivé de lire certaines choses, puis je vais vous en parler surtout dans la deuxième vidéo, mais j'étais comme, moi, mais c'est pas nécessairement ce que j'aime lire, c'est peut-être ce que je suis, donc il y a comme une distinction. Sauf qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est moi qui va lire 3 livres, dans lesquels il y a des personnages avec un type 9. Donc, c'est un type qui est très rarement dans les histoires, parce que, ben, les types 9, je vais vous faire une petite explication plus élaborée. Je vais sortir mon téléphone parce que Dieu seul sait à quel point j'ai pas de mémoire et je m'y connais peu. Donc ici, ça dit que les types 9, on est easygoing, on est des personnes réceptives, on est rassurant, on est agréable, stable, optimiste, on supporte les gens, on est bienveillant et des médiateurs. Donc ça, c'est comme 9 caractéristiques spécifiques du type 9. Qui s'appelle d'ailleurs Peacemaker. Ici, il y a d'autres petites descriptions du type 9, donc une présence calme, des connexions, une douceur, gentillesse. On se sauve de tout conflit possible dans notre vie. Ça, c'est une des plus grandes vérités du type 9. On déteste les conflits. Je déteste être en présence de deux personnes qui ont un conflit. Je déteste être source d'un conflit. Je déteste que quelqu'un me parle de manière agressive, comme je suis très pour le dialogue, mais je vis très mal avec n'importe quel type de conflit et j'ai très honte de le dire, mais je me sauve. Donc ça, c'est complètement moi et c'est complètement le type 9. On est capable de bien écouter, on a de l'empathie, on peut être passif-agressif. Ça, c'est la raison qu'on évite les conflits. Comme on les évite, on accumule, puis là, ben, il y a comme un certain moment donné que ça sort mal. On fait en sorte, on fait en sorte que notre colère, on l'exprime pas parce qu'on n'est pas capable de bien la gérer. On évite les conflits, on devient passif-agressif, on gère pas notre colère, tout va ensemble.
Puis si vous cherchez un petit peu des personnages assez connus, type 9, il y en a quelques-uns et je vous les nomme, mais je ne les connais pas tous. Il y en a un qui est très populaire, d'un univers très populaire, de l'univers de Harry Potter. C'est quand même deux gros exemples, j'aurais préféré pas vous les mentionner, mais c'est parce que c'est important pour comprendre l'essence. Beaucoup de monde vont pouvoir comprendre qui sont ces personnages-là parce que c'est vraiment de ceux qui ont été le plus lus. D'ailleurs, moi, je pense que je n'ai pas lu un autre de ça. Donc, deux personnages qui sont type 9 de Harry Potter, c'est Harry Potter même, qui est très surprenant parce que on est rarement des héros. Et d'ailleurs, Harry, c'est pas un héros, là. Il aurait rien fait. Il aurait réussi à rien faire. Il y aurait rien du tout qui se serait passé dans cette série-là sans Hermione pis Ron, on s'entend. C'est pas le type 9 qui a drivé cette histoire-là. Là. Donc Harry Potter en est un et Remus Lupin en est un aussi. Moi, personnellement, j'aimais bien Remus Lupin. Il y a Kellen Barfoot de la série All the Ugly and Wonderful Things, Dorothée dans Le Magicien d'Oz, Jeanne Bennett dans Pride and Prejudice, puis je l'ai lu il y a pas super longtemps, mais je me souviens pas. Puis deux personnages de Hunger Games, Rue et Prime, qui sont quand même pas deux personnages très mis de l'avant. Donc, moi, mon mandat, c'était de trouver 3 personnages type 9 dans des livres que je voulais lire, préalablement aussi, parce que, tu sais, il y a plein de suggestions de n'importe quel type de livre, mais j'avais envie que ce soit des livres que je voulais lire, préalablement pour une raison ou une autre. J'avais pas envie que ça soit des livres qui sortent des boulamites que j'ai jamais vues de ma vie ou qui sortent trop loin de mes goûts initiaux, comme des thrillers. J'ai vu beaucoup de thrillers, mais c'est ça. Donc, j'ai trouvé 3 ouvrages qui devraient me plaire théoriquement pour différentes raisons. Il y en a un qui a une historique assez particulière parce que j'ai lu le premier tome de cette série. Ici, j'ai le deuxième, Shades of Shadow, mais j'ai lu Shades of Magic pour l'anniversaire de Chantal de la Bibliothèque Jaune l'année passée. Et dans ce livre-là, il y a un personnage qui est type 9 qui se nomme Kel. Ce qui est vraiment amusant, c'est que lorsque j'ai lu le premier tome, je n'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était un énéagramme, un type, etc. Et en lisant l'ouvrage, c'est une des premières fois que je me suis reconnue dans un personnage. Je me suis reconnue dans sa nonchalance, dans son désir de pas entrer en conflit, de pas créer quelque chose, de pas parler de ses émotions, de pas parler de sa colère, de vraiment subir tout ce qui se passe, d'essayer de se faire un petit peu de fun malgré tout, mais comme d'être maladroit au travers de ça. C'est vraiment intéressant parce que cette vidéo-là que j'ai faite pour Shades of Magic, c'est une des vidéos que j'aime le plus. Je trouve que c'était 3 ouvrages avec des univers complexes que j'ai décortiqués et on voit à quel point j'ai vu qu'elle en moi. Et tout ça avant même de savoir qu'on avait le même type. Donc, juste pour le plaisir, je vous remets cet extrait ici. Kel, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, doux, sensible, près de ses émotions, peut-être parfois même trop proche de ses émotions. J'ai vraiment beaucoup aimé le découvrir et c'est grâce à lui que j'ai embarqué dans cette histoire-là. C'est intéressant parce que suite à ma lecture, j'ai regardé la vidéo de Chantal et elle mentionnait que Victoria Schwab aime beaucoup Harry Potter et qu'elle aurait placé Kel à Poussoufle. Puis là, je comprends pourquoi j'ai beaucoup aimé ces personnages-là. C'est très rare aussi qu'on a ce genre de protagoniste-là, homme en plus, tu sais, qui est vraiment pas parfait, mais comme tout allait bien au début, mais c'est vraiment pas parce que lui est au-delà de ses affaires. Puis c'est pas nécessairement un manque de confiance, c'est juste comme c'est ça que c'est ça. Donc j'ai vraiment aimé avoir un tel genre de personnage. Je me serais peut-être reconnue un peu en lui. Bon, j'ai pas ses capacités magiques, mais au-delà de ça, sa personnalité puis sa manière un peu laid back, j'ai beaucoup aimé le suivre. Donc, j'avais déjà lu le premier tome, mais j'avais envie de continuer cette série-là et j'avais envie de voir comment ça se passerait dans le deuxième tome, sachant maintenant qu'on a quelque chose en commun, que je recherche des choses spécifiques. Donc, l'univers de Shades of Magic, c'est un univers assez complexe quand même de fantasy avec 4 Londres, le Londres blanc, le Londres noir, le Londres rouge et le Londres gris. Et on peut pas passer
entre les Londres. Il y a juste des personnes avec des pouvoirs spéciaux qui peuvent le faire et avec une technique particulière. Donc, les autres restent dans leur Londres, sachant que les autres existent, mais ne pouvant pas traverser d'un Londres à l'autre. Et la différence, c'est la quantité de magie. Donc, par exemple, dans le Londres noir, il y a tellement eu d'abus de magie que tout a explosé, puis le Londres n'existe plus. Dans le Londres gris, il y a une absence de magie. Dans le Londres rouge, il y a un petit peu de magie qui est bien gérée puis qui est comme en équilibre. Et dans le Londres blanc, ce n'est que magie. Donc, il y a vraiment une différence dans chaque monde et chaque monde a été construit de manière individuelle. Et il y a des mœurs différentes, il y a des langages différents, c'est une toute autre réalité. Et dans cet ouvrage-là, on suit évidemment Kell, mais pas que, parce que ça serait vraiment pas la même histoire si on suivait juste ce type 9. On suit aussi Delilah Bard, qui est pas du tout un type 9. Ma foi, elle est fascinante comme fille, elle est divertissante. C'est probablement une des personnes qui est le plus loin de moi. Elle ne sait pas être immobile, elle ne sait pas être confortable. Dès que elle sent plus le risque ou le danger de quelque chose, à part, puis elle va se mettre en danger quelque part. Elle a de la difficulté à créer des liens. Elle est tout le temps sur ses gardes. C'est un personnage, ma foi, fantastique à découvrir. Et dans le premier tome, ben, elle va rencontrer Kell et ces deux personnalités qui devraient vraiment pas fonctionner ensemble et qui ont vraiment des buts complètement opposés. Kell fait partie là, de la royauté. Il a été adopté. Il sait que c'est pas un enfant, biologique de la royauté, mais il y a quand même des pouvoirs assez importants et possiblement que c'est plus important pour eux de l'avoir avec eux, proche de eux, que avec quelqu'un d'autre. Donc, il est comme au service de la royauté. Puis lui, il a le pouvoir de se déplacer entre les différents Londres. Donc, il le fait, puis il fait des petites courses. Il aime ça de faire traverser des objets entre les Londres, quelque chose qui n'est pas permis. Donc, ça, c'est Kell qu'on a rencontré dans le premier tome. Ici, on est dans le deuxième tome. On continue exactement là, les péripéties qu'on a rencontrées dans le premier. C'est direct, là. Le premier, c'est bien terminé, c'était intéressant, c'était satisfaisant comme fin. D'ici, on est comme ailleurs. Les personnages sont à deux endroits différents. Je veux pas trop vous en dire, mais il va y avoir une genre de compétition magique à l'intérieur de ce livre-là, qui va être, ma foi, assez intéressant. Ça m'a donné un petit peu l'impression comme si X-Men faisait une compétition magique, même, tu sais, Harry Potter, forcément, ça me fait un peu penser à ça, mais c'est une compétition avec les éléments, parce que leur magie est basée sur les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu. Donc, c'est un univers que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, c'est sûr que dans ce contexte-là, avec tout ce que Kell a vécu dans le premier tome, c'était comme plus difficile de voir, ou en tout cas, c'était plus difficile de remarquer des nouvelles choses ou des choses plus spécifiques qui font en sorte que mon type et le type de Kell, c'est le même. Parce qu'il est vraiment dans une situation qui m'arrivera jamais dans ma vie. Il a vécu des affaires assez rough dans le premier et sa réalité, sa situation d'aujourd'hui est comme encore plus contraignante. C'est comme très lourd sur ses épaules. Il est pas dans un bel espace, un espace sain de sa vie. Donc, il a tendance à s'éloigner, ce que les types de font fait très bien. Il a tendance à en parler à personne de la souffrance qu'il vit. Il mijote ça par lui-même. Il essaie de sortir sa colère d'une autre manière que d'aborder vraiment avec les gens qu'est-ce qui le dérange. Donc, il évite vraiment énormément le conflit tout au long de ce livre-là. Puis, il se met un peu les pieds dans le pétrin parce que c'est une situation qui va y faire du bien ultimement, mais tu sais, il est tout le temps pas en train de le dire parce que ça va créer des mensonges, mais en le disant pas, ça crée aussi plein d'autres choses, des boules de neige. Donc, tu sais, je peux vraiment comprendre. C'est pas un personnage qui est mystérieux pour moi. Malgré que l'univers l'est, malgré que, tu sais, sa situation est très loin de la mienne dans la vie, je peux comprendre ce personnage-là. Je peux comprendre qu'il ne comprend pas Delilah Bard parce que moi non plus, je la comprends pas.
Donc, on a vraiment des grandes similitudes, Kel et moi. C'est un personnage qui ressort pas énormément, qui est pas ultra brillant. Bon, on dit là-dedans qu'il est pas très positif, mais en même temps, comme sa vie est très lourde aussi. Là. Je pense pas qu'il est dans son pic de bonheur. Puis j'aimerais ça voir qu'elle dans des bonnes dispositions. Il était peut-être plus dans le premier. Il l'était plus dans le premier. Mais ici, c'est sûr que c'est lourd. T'sais, il est pas à une bonne place dans sa vie. Mais c'est un personnage que j'ai vraiment en affection, qui me fait vraiment penser à moi, à mes défis, à mes forces et à ma manière d'être nonchalante dans la vie et de, tu sais, pas trop s'en faire, puis de pas trop en dire, puis de rester by myself lorsque ça va pas. Ça me fait penser pas mal à ça. Alors, je ne devais vous parler que de 3 livres, mais il y a un livre que je voulais lire pour une autre vidéo en lien avec l'énéagramme, en fait des suggestions pour les types 9. Et là, en allant sur le site de Personality Database, je suis tombée sur une information que je n'avais pas connue avant. Et j'étais outrée. Parce que ce livre-là, c'est Sight de Neil Shusterman. Il a été recommandé pour les types 9. En fait, il y a une personne qui l'avait recommandé et elle disait que c'était à cause de personnages qui pourraient avoir des traits de type 9, Citra. Et c'était pas très clair, mais elle disait aussi que l'aspect science-fiction de cet ouvrage-là pourrait plaire aux types 9 qui ont un désir de justice et d'équité. Donc, ça me semblait des bons points. Avant même d'avoir lu cet ouvrage-là, je me suis donc pas posé de questions et j'ai embarqué. D'ailleurs, c'est un livre que je voulais lire, donc c'est juste une raison de plus. Alors, La Faucheuse de Neil Shusterman. C'est un monde quasiment parfait. Dans le sens que la médecine et la technologie ont fait de pair des choses bien incroyables. Aujourd'hui, les gens ne meurent plus de maladies, ne meurent plus d'accidents. On a réussi à créer et insérer des choses dans le corps qui fait en sorte qu'on ne ressent pas la douleur, qu'on ne meurt jamais. Donc, ça va vraiment super bien de ce côté-là. La vie est idéale, les gens sont immortels, on peut faire plein de choses dans cette vie qui nous offre 1001 possibilités. Sauf que d'un autre côté, le fait que les gens ne meurent pas, ça fait en sorte qu'il y a une croissance démographique, ma foi, incroyable. Et donc, il y a un problème. On peut pas laisser ça comme ça parce qu'il y aura éventuellement plus de place pour tous ces humains-là. Et alors qu'on avait trouvé une solution parfaite, on décide d'y ajouter une solution la plus imparfaite que je connais au monde, soit de doter des gens du travail de tuer d'autres personnes. Donc, de devenir des faucheurs. On avait un système presque parfait. Puis on décide de tout ruiner avec la bêtise humaine. Donc, ce sont des humains qui doivent décider selon certains barèmes de personnes qui vont mourir. C'est supposé être aléatoire, c'est supposé de faire pas de discrimination en fonction du genre, en fonction de l'ethnie, en fonction de la couleur des yeux, de l'âge. C'est supposé être parfait comme système. Mais laissez-moi bien vous dire que si tu mets ça entre les mains des hommes, ça va pas être vraiment génial. Tu sais, il y avait tout, là, comme pourquoi ils n'ont pas, je sais pas, de manière aléatoire, il y a un programme informatique qui fait en sorte que, pip, la personne meurt lorsque, tu sais, à tous les jours, il y a 5 personnes qui meurent, je sais pas. Il y avait moyen d'être vraiment plus efficace et sans faille que mettre ça dans les mains des humains. Il y a des petites règles pour ces faucheurs-là. Et de façon générale, on choisit des gens qui n'ont pas envie d'être faucheurs parce que c'est comme un prérequis que si tu n'as pas vraiment envie de faire ce travail-là, tu vas le faire du mieux que tu peux. Et là, ça amène tout un volet éthique. Plus que, selon moi, de la justice et de l'équité. Parce qu'on est autour de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas. Parce que là, il y a des gens à tuer, le travail, c'est ça, et il y a une raison derrière, c'est que la croissance démographique va être incontrôlable si on ne réussit pas à avoir le quota de gens à tuer.
Mais derrière tout ça, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus grand. Dans le sens que ça pourrait être juste, je sais pas, des petits teasers, puis... Taser, tu sais, sans douleur. Mais non, il y a comme... les faucheurs ont le droit d'avoir une personnalité, d'avoir des types de manières de tuer les gens. Ça peut être vraiment très original. On voit la dérive arriver là, à 100%. Dans cet ouvrage-là, on suit Citra et Rowan. Ils sont deux adolescents et ils vont être choisis par un faucheur pour commencer leur formation pour en devenir un aussi suite à cette formation-là. Par contre, le faucheur n'a pas le droit d'avoir deux apprentis, donc ils vont être un petit peu comme en compétition pour être celui ou celle qui sera le faucheur final. Et c'est avec eux qu'on va découvrir un petit peu ce drôle de métier et comment les différents faucheurs font leur travail. Ça s'appelle glaner. Ça, je trouve ça hilarant comme mot. On va voir qu'il y a différentes personnalités, il y a différentes manières de faire, manières de concevoir son travail, comment on gère la famille aussi des gens qu'on a glanés. Donc, tout ça, c'est comme un petit peu aussi une compétition parce qu'au final, ben, il faut juste qu'il y ait une des deux personnes qui soit faucheur à la fin de ce tome-ci. Est-ce que c'est un ouvrage pour les types 9? Je ne pense pas. Malgré que j'ai aimé cet ouvrage, ça m'a pris un petit peu de temps au début parce que j'étais vraiment fâchée là, avec cette histoire-là de comme monde parfait, puis là, tu me garoches là, que c'est les humains qui vont s'en mêler. J'étais comme, c'est vraiment décevant. Donc, tu sais, pour mon petit type 9 au départ, là, j'étais comme vraiment crojetée. Puis je me suis vraiment rendu compte au départ que c'est beaucoup plus, selon moi, un ouvrage pour les types 1, dans le sens, tu sais, le bien et le mal, alors que nous, les types 9, c'est pas nécessairement ça qui nous motive dans la vie, le bien et le mal. Et j'ai commencé à regarder un petit peu aussi les personnages parce qu'elle mentionnait que peut-être Citra avait des traits de 9. Puis ça, je le voyais vraiment pas là, dans la manière qu'elle réagissait, dans la manière qu'elle était dans les différents événements. Je trouvais pas que ça fitait. J'ai commencé à regarder un petit peu les autres personnages. Le faucheur, comment il s'appelle donc? Avec qui ils sont Maître Faraday. Puis j'étais comme, ah, peut-être, mais en même temps, il trouve une manière différente de tuer toutes les personnes. Je trouvais que c'était beaucoup d'efforts pour un type 9. Donc je me disais, non, je pense pas lui non plus. Il y avait une autre faucheuse aussi, l'honorable Dame Curie. J'étais comme, ben peut-être elle, parce que sa méthode est toujours la même, mais en même temps, il y avait quelque chose par rapport aux familles, une certaine, j'allais dire douceur, mais en même temps comme retour du balancier, de toujours se souvenir du poids qui lui pèse sur les épaules, de ce qu'elle fait. Donc j'étais comme non, vraiment pas non plus. Et là, je suis allée justement sur ce site de Personality Database et ma mâchoire s'est tombée, fracassée à terre. Parce qu'il semblerait qu'un personnage qui est 9, L8, je me suis pas rendu compte de ça, et je suis même en désaccord avec ça, Rowan, qui est le deuxième apprenti. Puis là, j'étais en train de réfléchir à ça. J'avais terminé la faucheuse depuis un bon moment. Et ça me trottait en tête. Puis j'étais comme, non, je le vois tellement pas. 9 L8, c'est directement mon type. Juste un exemple qui, pour moi, ne fonctionne pas du tout, c'est sa première rencontre avec le faucheur. Le faucheur, Maître Faraday, s'en vient à son école secondaire et cherche un individu spécifique à glaner. Et la réaction de Rowan, à ce moment-là, n'est pas du tout un 9 type 8. Moi, s'il y a un faucheur dans mon école qui s'en vient glaner quelqu'un qui n'est pas moi, ben, check-moi bien m'en aller le plus loin possible. Parce que je peux pas rien faire, parce que c'est ça les règles, et bon, ben, j'ai pas envie d'être là. Donc, la réaction de Rowan était pour moi vraiment pas une réaction de type 9. Et tout aussi, sa manière de gérer la compétition avec Citra, ça non plus pour moi, c'est vraiment pas type 9. Les types 9 on a tendance à être très paresseux, à la loi du moindre effort. On est capable de donner des efforts, mais on n'est jamais, tu sais, à 100%. Si on a du 100%, c'est un addon parce que, mon Dieu, on fait pas nécessairement le minimum, mais c'est pas fait comme ça dans la vie. C'est juste que, c'est ça, on n'est pas...
on fait ce qu'on aime. Puis c'est pas toutes ces choses-là qu'on aime faire. Donc, on priorise des choses qu'on devrait peut-être pas prioriser. Puis si on n'aime pas ça, on met pas tant d'efforts avec ça. Donc, la compétition, actuellement, en tout cas moi personnellement, de type 9, c'est pas quelque chose qui me parle. Et je vais pas nécessairement me saboter pour que l'autre réussisse, mais j'aurai pas cet aspect compétitif, peu importe si c'est dans être le meilleur ou dans être le pire. Et j'ai l'impression que un peu cette dynamique-là avec Rowan et Citra, dans le sens que comme les deux développent quelque chose forcément à force d'être un avec l'autre, et Rowan veut être le meilleur à être le moins bon, parce qu'il veut la laisser gagner. Puis ça, je trouvais pas ça que c'était type 9. Donc, tu sais, tout au long là, que je suis en train de réfléchir à ça, je pense vraiment pas. Est-ce que c'est un ouvrage qui pourrait plaire à un type 9 de par son monde, de par les personnages qu'on suit? Je pense pas que typiquement c'est un ouvrage qui peut plaire à ces personnes-là. Pour tout ce que je vous ai dit préalablement, est-ce que pour moi il y a des personnages qui sont type 9? Je ne pense pas. Je sais pas pourquoi tout le monde dit que Rowan est 9 L8, mais pour moi, il ne l'est pas. Fondamentalement, il n'y a pas les caractéristiques qui me viennent en tête et je me suis pas reconnue en lui. En fait, j'ai été plutôt outrée lorsque j'ai vu que c'était lui qui était 9 L8. J'étais comme sous le choc. Je pouvais pas croire. Donc, je pense pas. Mais est-ce que ça a été une belle lecture? Oui! J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'est lu super facilement. J'ai embarqué dans l'histoire. Ça m'a pris un petit peu de temps au début parce que, comme je vous disais, le monde, puis les enjeux, je trouvais ça un peu moyen. J'ai comme, il y avait tellement de possibilités de faire mieux. Donc, éventuellement, j'ai comme accepté que c'était ça la réalité. Mais c'est ça. Voici mon avis pour Scythe. Alors, on continue avec Frederick Backman, qui est à l'envers. La petite ville des grands rêves, la version française de Beartown en anglais. Mais en fait, c'est traduit du suédois, donc je ne testerai pas mon suédois aujourd'hui. J'avais choisi ce livre-là parce qu'il y a le personnage de Peter qui est un type 9L1, donc le même type mais pas avec la même L, mais j'avais vraiment envie de relire Frederick Backman, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais voir qu'est-ce que tout ça va me donner. Faut que je vous avertisse parce que moi je ne le savais pas que c'est le premier tome d'une trilogie. Donc, si vous embarquez là-dedans, sachez que c'est 3 tomes au final, ce dont j'ignorais complètement avant d'avoir embarqué dans ce livre-là. Ça aurait peut-être pas changé grand-chose, mais le savoir, c'est le pouvoir. Donc, on est dans la petite ville de Beartown. En français, ils ont traduit ça dans la ville de Ursa. Et donc, dans cette ville-là, ça va pas super bien. L'économie est au plus bas, il y a des pertes d'emploi, les écoles ferment. Tout est en décrépitude, le moral des habitants tient pas fort non plus. Il y a une seule chose qui les tient en vie, si je peux dire ça ainsi, et c'est le hockey. Ursa a toujours été une ville de hockey. Ça fait des années qu'ils n'ont pas eu un club vraiment gagnant, mais cette année, avec les jeunes, ils ont espoir qu'ils puissent se rendre loin, puis qu'ils puissent avoir des sponsors, qu'ils puissent avoir de la vie dans cette petite ville qui en a plus depuis plusieurs années. Donc, au travers de ce livre-là, on va parcourir la ville et ses habitants. Au départ, on va se concentrer sur la vie de Peter, qui est le manager du club. Et moi, puis les trucs de hockey, là, je sais que c'est pas l'entraîneur, il est comme une étape en haut. Je pense que c'est le manager. Donc, il est assez important dans la vie du club. On va suivre lui, sa femme Mira et sa fille Maya, surtout. On va voir un petit peu son fils Léo. Et lui, vu qu'il est dans le club de hockey, il connaît aussi les joueurs. Il est bien stressé parce qu'il veut que ça fonctionne. Puis lui, c'est un amoureux du hockey. Il a lui-même passé bien du temps dans sa vie sur la glace. Il était à un niveau professionnel. Donc, c'est pas mal cette famille-là qu'on va suivre, mais vraiment pas que. On va parcourir là, les habitants. L'auteur prend vraiment bien le temps de faire des liens entre chaque habitant et tout est vraiment très très clair. Donc, on rencontre beaucoup de personnages. Je ne les ai pas comptés, mais à la fin, là, on connaît vraiment beaucoup de monde et on est capable de savoir qui est qui par rapport à qui. Donc, c'est assez clair. Je pense que la première force de ce livre-là, c'est vraiment l'écriture.
L'écriture de Fredrik Backman, elle est magnifique, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. T'sais, moi, suivre beaucoup de personnages, c'est souvent une difficulté, c'est un enjeu, et là, ça ne l'a pas du tout été. J'arrivais à suivre, c'était clair, on connaissait un petit peu la réalité de tous ces habitants-là, les parts d'ombre, puis qu'est-ce qui les relie au hockey, est-ce que c'est un volet affectif, est-ce que c'est un volet politique, est-ce que c'est un volet économique, qui ils sont par rapport à Peter. Donc on avait vraiment un portrait assez rapide malgré tout, mais qui donnait assez d'informations pour pouvoir comprendre la réalité de chaque habitant et voir où est-ce qu'il se situe par rapport à tout ça. Donc, définitivement, l'écriture, c'est incroyable. Il y a une écriture immersive. C'est une bonne brique qui se lit pas facilement, pas rapidement, là. C'est vraiment chunky, là. Tu t'assois pas une journée, c'est pas même ça se passe, là. Ça tourne, mais tu tournes les pages parce que tu as envie de savoir, mais c'est profond, là. C'est une belle grosse brique. Donc c'est ça, l'écriture c'est vraiment incroyable. Les personnages, ben moi j'en ai pas aimé vraiment beaucoup, mais il faut dire que le sujet du hockey, c'est pas mon sujet préféré. En fait, c'est pas nécessairement ce sport-là en général, mais tout ce qui tourne autour du sport. Donc, tu sais, le sport, je crois que les gens peuvent faire le sport, peuvent aimer ça, tout comme de la musique, tout comme autre chose. Ce que je déplore souvent, et particulièrement pour ce sport-là, et on le voit tellement bien dans cet ouvrage-là, c'est la culture autour, cette culture d'être populaire, cette culture de lorsque tu es dans le premier trio, cette culture de lorsque tu es les plus vieux. Il y a comme une manière de traiter les gens, les jeunes entre eux, comment ils se traitent, les entraîneurs, comment ils traitent les jeunes. Il y a vraiment quelque chose de comme laid à travers ça et qui peut mener à la dérive assez facilement parce que lorsqu'on se prend pour le dieu du monde, ben parfois on fait des actions qui font en sorte qu'on s'est pris pour le dieu du monde puis on n'a pas à faire ça, on n'a pas de droit sur les autres. Je veux pas en dire plus que ça, il y a un drame qui arrive à peu près milieu du livre qui est un drame ultra actuel, donc si vous avez des triggers, peut-être m'écrire, là, je veux pas le dévoiler ici parce que moi, j'avais pas vraiment l'idée, je savais pas comment ça allait aller, puis le premier paragraphe, le premier chapitre informe de quelque chose, mais ça se passe pas tout à fait de cette façon-là, donc je pense que pour vraiment comprendre, puis vraiment avoir les émotions à fleur de peau, puis suivre la réalité de tous les personnages et comment la ville réagit à tout ça, je pense que vous devriez y aller à l'aveugle, mais si vous préférez pas, ben écrivez-moi, mais je ne le dirai pas ici, là, quel est le drame. Forcément, ça va avoir un aspect sur le hockey, parce qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose, et là, ça va polariser les gens, ça va polariser parce que le hockey, c'est aussi politique, c'est économique, c'est quelque chose qui est plus grand que nécessairement juste l'amour du sport, mais en même temps, ben, il y a des victimes, et comment on traite les victimes, comment on traite ceux qui ont fait le crime. C'est beaucoup de questions qui sont très actuelles. Si vous regardez l'actualité d'aujourd'hui, ce livre-là fait franchement mal. Et il y a vraiment une force un tour de maître fait par Fredrik Backman au travers de ce livre-là, parce que c'est vraiment beaucoup de sujets très sensibles qui sont abordés au travers de ce livre-là. Et j'ai toujours trouvé que c'était fait avec une finesse, ma foi, incroyable, de tisser les liens entre tous les personnages et d'expliquer pourquoi eux sont comme ça. Tu sais, il y a des personnes qui sont franchement mauvaises à l'intérieur de ce livre-là, mais il y a aussi ceux qui ne le sont franchement pas tout à fait, et qu'il suffit, tu sais, d'une petite étincelle. Il y a toute une culture du silence aussi qui est lourde derrière ça. Ah, c'est un ouvrage, ma foi, incroyable. J'étais pas prête à l'expérience que j'ai vécue. J'ai vécu beaucoup d'émotions quand même. Il y a le personnage d'Amat qui m'a vraiment bouleversée, sa situation avec sa mère. Au départ, c'est un petit peu lui qui m'a fait rester dans l'univers parce que les autres, entre autres Peter, sa femme Mira, je trouvais pas grand chose d'attachant nécessairement à ces personnages-là. Donc c'est pas mal Amat qui a fait en sorte pour moi que je reste accrochée puis que j'embarque complètement. Et définitivement, il a bouleversé cette histoire-là de A à Z. Il y en a eu un autre aussi, mais je vais le garder parce que il y a quand même une bonne évolution-ish dans le livre pour ce personnage-là.
Bon, parlons du cœur de l'énéagramme, soit du personnage de Peter. Peter, c'est le manager du club, quelqu'un, tu sais, bien placé, mais pas tout à fait tout en haut de tout ça. Au départ, je voyais certaines choses de type 9, comme la confrontation, il est pas super bon là-dedans. J'étais pas certaine parce qu'il y avait un aspect compétitif qui ne me semblait pas coller avec le type 9. Et je sais pas si ça a un lien avec son aile, mais il y a quand même un grand désir de gagner, puis la compétition, c'est super important, donc je savais pas trop comment analyser ce côté de ce personnage-là. Moi, j'ai toujours pensé que les types 9, on était très peu compétitifs, mais en même temps, j'imagine que... Non, je sais pas, je veux dire, ce qu'on aime faire, on veut le faire comme les meilleurs, mais non, je peux pas rentrer là-dedans. Donc, il y avait certaines choses qui me faisaient penser que oui, il pourrait être un type 9. Au début, il explose beaucoup, fait que là, je me suis dit, ça, c'est pas très type 9, mais en même temps, parfois, on est un peu passif-agressif, puis on a la colère à fleur de peau lorsqu'on n'est pas super bien, lorsqu'on n'est pas à une belle place, puis lui, au début, il est bien stressé, il est bien nerveux, tu sais, ça va pas super bien, il est bien partout, puis il veut que ça fonctionne, mais il n'y a pas beaucoup de pouvoir là-dessus, donc ça pourrait s'expliquer de cette manière-là. Il y a aussi une relation assez particulière avec sa femme. Mira, je sais pas quel type de diagramme elle est, mais pas facile à vivre du tout, hein, celle-là. Elle est clairement pas neufelle, ça, c'est sûr que non. Elle est tout le temps comme à le mettre sur ses gardes, mais lui, il a l'air de trouver ça charmant, et moi, je trouvais ça vraiment épuisant. T'sais, si je regarde un petit peu sa relation avec ses enfants, c'est un père qui veut être là, qui est quand même doux, qui est dans l'écoute de ce qui se passe avec les enfants, même avec la meilleure amie de sa fille et qui est tout le temps à la maison. C'est des choses qui le dérangent, mais il les aborde pas de front comme le ferait possiblement un type 9. Donc, je peux voir certains éléments, je peux pas vraiment analyser plus que ça. Il a été quand même présent dans le livre, beaucoup, mais c'est pas lui qui était au cœur de l'histoire et au cœur de tout ce qui se passe. Donc, il y a plutôt eu une ligne très linéaire, très droite. Ça me donnait pas beaucoup d'éléments à observer et analyser. Donc, ça, c'est pour la petite ville des grands rêves. On y va pour le dernier. Malheureusement, en fait, on pourra pas y aller pour la dernière lecture que je devais faire, qui était Le Pont d'argile de Marcus Zusak. Malheureusement, j'avais entendu des très mauvais commentaires sur ce livre-là, puis je me suis dit, bon, je vais l'essayer pareil, puis on verra ce que ça donne. En fait, j'ai pas pu traverser plus que 2 chapitres. C'est tout simplement illisible. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la traduction? Il paraît qu'en version originale, il y a des gens qui les ont lus de BookTube Canada, anglophone, puis eux non plus, ils n'ont pas réussi à passer. On est comme déposé, puis il y a plein de détails inutiles, ça va partout et nulle part. On comprend pas ce qui se passe, c'est pas attachant, c'est pas attirant, c'est pas le fun. Donc, ça m'a pris 2 chapitres, j'étais comme, vous savez quoi? J'ai déjà 3 livres pour cette vidéo-là. J'ai pas vraiment envie de m'imposer une lecture pénible qui est longue en plus. Donc, il n'y aura pas de critique sur le personnage de Clé, mais définitivement, je sais pas ce qui s'est passé. Il a écrit La voleuse de livres qui a été un succès planétaire et ça, j'ai même pas réussi à dépasser 2 chapitres. Donc, malheureusement, c'est une déception. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu avant cette vidéo parler d'énéagramme. Est-ce que vous êtes un petit peu curieux de savoir quel est votre type? Est-ce que ça vous donne envie de lire des livres avec des personnages qui ont le même type que vous? Si vous avez aimé cette vidéo, ben là, n'hésitez pas à me le dire, à nous le dire. Il y en a d'autres booktubers qui ont fait des vidéos sur leur type. Donc, je vous encourage fortement à aller faire le tour de toutes ces belles chaînes-là. Je vais vous mettre les liens en commentaire. Non, mais en barre d'informations. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo. Je publie des vidéos 1 fois par semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!